Salut, c'est Alex du Sondex, je suis content de te recevoir pour cette deuxième interview confinée. Bon, elle est plus complètement confinée puisque on est en train de se déconfiner. Enfin, pour nous, en tout cas dans la communauté salsa, on reste encore très confiné, plus de congrès, plus de danse et puis ça commence à être un peu compliqué. Je suis content de te présenter cette interview, elle a pris un peu de temps, de toute façon ça se voit, j'ai perdu 4 kilos de cheveux entre les questions et maintenant. J'interviewe dedans Cyrine, aka DJ Sissi, qui est connue à la base parce qu'elle était de Paris et puis maintenant elle a fait pas mal de congrès et de scènes internationales. Étant moi-même DJ, je suis doublement content de pouvoir interroger une collègue. J'avais des questions à lui poser. Vous avez été plusieurs à envoyer des questions assez techniques, assez spécifiques. Et pour ça, je vous remercie. Alors je te rappelle les règles du jeu. Aujourd'hui, la tendance sur les réseaux sociaux avec Combini, Brut, les interviews de Click. Les interviews les plus longues font en général 15 minutes, vraiment 10-15 minutes. Moi, j'ai choisi d'aller à l'opposé, non pas parce que j'aime particulièrement faire du montage vidéo sur 1 heure ou 1 heure et demie, mais simplement parce que ça permet de prendre le temps vraiment de poser les questions et surtout de prendre le temps d'y répondre, surtout quand je veux faire connaissance avec quelqu'un, et en l'occurrence là, quelqu'un que je connais quasiment pas. C'est un exercice qui est difficile, je t'invite un jour à le faire, à essayer de parler à ta propre caméra, tu verras que c'est pas si simple. Et rien que pour ça, je remercie Cyrine parce qu'elle dit elle-même dès le début de la vidéo que elle est un peu timide, qu'elle est un peu réservée, que c'est pas quelque chose un exercice dont elle a l'habitude et franchement elle s'est pliée au jeu et ça c'est super cool. En tout cas, si t'aimes le concept, n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis ça te permettra d'avoir les prochaines vidéos. Tu peux déjà revoir également si tu es passé à côté de l'interview de Marie et Damien d'Allegria Dance Company, qui a été une super interview. Ça a été les premiers à se lancer dans le game. Je te donne d'emblée le nom de mon prochain invité. Tu peux déjà envoyer des questions à cette adresse. Ici, c'est Achille, l'organisateur du SWAB. Alors, je ne peux malheureusement que le présenter comme ça parce que je ne le connais pas. Donc, on va faire connaissance. J'ai pas mal de questions à lui poser parce que je sais que c'est un ancien et qu'il a forcément des choses à partager. Voilà. J'espère que l'interview va te plaire. Merci. Ciao. À bientôt. Salut Cyrine, bienvenue dans mon salon ou merci de m'accueillir dans le tien. On va démarrer par une petite série de questions. Avant tout, merci d'avoir accepté le game. Je sais que c'est pas forcément un exercice simple parce que c'est un peu particulier de parler tout seul devant sa caméra et de se dévoiler. J'ai pas mal de questions pour toi. Quasiment la même chose que pour Marie et Damien, en fait une bonne quinzaine de questions. J'espère que tu vas bien et d'ailleurs ça sera ma première question. Comment se passe pour toi le confinement? Comment ça a perturbé ta vie? C'est une question qui est un peu hors créneau salsa, mais finalement comme je crois savoir que tu vis de ce métier de DJ, voilà. Qu'est-ce que ça a généré comme stress chez toi? Voilà, quelles sont les questions que tu te poses? Voilà, le confinement dans la vie de DJ Sissi, ça donne quoi? Salut Alex, salut les auditeurs. Alex, merci pour ton invitation à cette interview confinée. Je suis très heureuse de faire partie de ce projet. Je trouve que le concept est vraiment très sympa. Et voilà, donc on va essayer de répondre à toutes les questions. C'est vrai que c'est pas facile du tout, étant donné que je suis à la base hyper réservée, de répondre, de parler tout seul dans son salon, en face de son téléphone. C'est un peu spécial, mais voilà, je vais me détendre au fur et à mesure, j'espère. Alors le confinement, ça a été hyper dur au début parce que j'ai perdu toutes mes dates. Voilà, au fur et à mesure, toutes mes dates se sont envolées. Donc ça a été un coup de massue, financier aussi parce que je vis de ça en ce moment. Alors après, c'est pas mon métier. Enfin, si tu veux, en ce moment, c'est mon métier. Je vis de ça. Mais en parallèle, je fais des études depuis 3 ans en médecine douce, en gros. Et du coup, mon projet à long terme est autre que DJ. Alors je tiens à préciser pour les gens qui nous regardent qu'on ne se connaît pas personnellement, on se connaît, on s'est déjà croisés, on a déjà dansé ensemble, etc. On a déjà discuté, mais on n'est pas potes dans la vie. Donc c'est une question qui va être aussi intéressante pour moi. Je sais que donc tu es danseuse et avant de parler de musique, parce que la majeure partie des questions sont orientées évidemment sur la musique,
J'aimerais savoir ton rapport à la danse, depuis quand tu danses, comment tu t'y es mis, est-ce que tu as fait autre chose que de la salsa et voilà, est-ce que ensuite tu as pris des cours, t'as pas pris de cours, est-ce que tu as fait de la scène, voilà, c'est quoi ton rapport au dance floor? J'ai commencé en 2009, donc il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Hein. Je travaillais dans un bar, je faisais des cocktails et je travaillais le soir. Et le directeur du bar était marié à une Colombienne. Et donc il mettait tout le temps de la salsa. Voilà, c'était tout le temps playlist salsa tous les soirs, salsa colombienne. Donc du Joe Arroyo, du Sonora Carruseles. Et puis alors bon, lui il dansait un petit peu aussi, mais bon il dansait pas, il dansait pas comme nous, enfin comme on danse maintenant quoi. J'ai commencé à aller chercher de la musique un peu sur YouTube. Et alors je suis tombée sur les shows de salsa colombienne, là, les trucs qui envoient, les trucs avec des accros et tout. Et puis je regardais ça et je me disais waouh, c'est trop bien, j'ai trop envie d'apprendre à danser, voilà. Et puis, à l'époque, je travaillais beaucoup avec un collègue et donc on parlait pas mal de ça. Et puis, il me disait tout le temps, ah, mais il faut un jour qu'on sorte et qu'on aille dans un club de salsa, que tu vois, que tu apprennes, etc. Donc, après le service, on est parti à la Pachanga, on est arrivé là-bas vers 3h du mat. Et donc, c'était les lundis cubaines de la Pachanga où il y avait un niveau assez élevé et tout. Et donc, c'était des bons danseurs. Et donc moi je regarde et ébahie, tu vois. Et donc mon collègue qui était hyper sociable, parce que moi franchement toute seule je sais pas si j'aurais osé aller les aborder, leur parler et tout. Mais lui, bon, aucun problème. Donc après la danse, il est parti les voir, il leur a tapé la discute. Et comment vous dansez super bien, et comment vous avez appris, est-ce que vous donnez des cours, et blablabla. Bon, bref, on s'est lié d'amitié avec eux, on a commencé à prendre des cours, des petits cours particuliers avec eux. On est sortis. Et voilà, et j'étais foutue. J'étais tombée dedans, quoi. J'ai fait une année de formation avec l'école Salsa Alianza, avec Terry et Cécile, qui m'a énormément fait progresser. Je suis vraiment une danseuse de social. J'ai fait quelques trucs de scène vite fait, genre des ateliers choré, machin, pas beaucoup. J'ai jamais... je suis très timide, encore une fois, je le répète, donc la scène, je pense pas que ce soit pour moi. Il y a aussi un truc qui m'a longtemps bloquée dans la danse, en fait, que beaucoup de gens savent pas, bon, parce que c'est pas non plus... c'est un handicap sans être un handicap vraiment, mais j'ai eu un accident, je me suis fait renverser par une voiture en fait il y a 15 ans maintenant. Et j'ai perdu la mobilité de mon bras gauche. Donc en fait je peux plus le tendre au maximum et je peux plus le plier au maximum. Voilà, il est un peu bloqué. Et donc du coup ça m'a quand même... parce qu'il y a un moment quand même où quand j'étais à fond, j'aurais bien voulu faire plus d'ateliers, de faire un peu plus de scènes en fait, pour me challenger dans ma timidité. Et c'est vrai que ce truc-là en fait, ça m'a toujours bloquée. Parce qu'il y a des mouvements en fait où je suis hyper limitée. Tu vois, dès qu'il faut tendre les bras, celui-là je peux pas le tendre et donc ça m'a toujours bloquée. Parce que j'aime bien, je suis assez perfectionniste quand je fais un truc. Et du coup, ça pour moi, c'était pas possible. Tu pouvais pas faire de la scène avec un bras qui se tend pas, tu vois. Voilà. Toujours une question qui est un peu en avance, en prémisse d'être un peu plus sur vraiment la salsa et ton métier de DJ. Avant d'être officiellement DJ, j'ai envie de dire, ou même pendant, c'est quoi ta relation à la musique? Est-ce que tu joues d'un instrument? Est-ce que tu as des goûts particuliers? Est-ce que tu étais sensible à la musique déjà avant? Ou est-ce que finalement c'est un truc qui s'est découvert? Voilà, est-ce que tu as c'est quoi tes goûts? Est-ce que tu étais fan de hip-hop, de classique? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu joues de la guitare? Voilà, est-ce que c'est quelque chose c'est peut-être une deuxième question dans la question. Est-ce que justement par rapport à cet univers que tu vas me décrire, hein, qui existait ou pas, est-ce que tu avais envisagé un jour d'être DJ ou vraiment c'est arrivé comme ça?
Alors, j'ai toujours été hypersensible à la musique. Je ne conçois pas la vie sans musique, vraiment. J'ai grandi quand même avec la musique parce que mon père était pianiste. Moi, en fait, je suis née en Tunisie. Ma mère est française et elle est partie vivre en Tunisie avec mon père. Ma mère écoutait aussi pas mal de salsa. Elle écoutait pas mal de Marc Anthony, m'a-t-elle dit. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime bien Marc Anthony. Mon père écoutait de la salsa aussi. Voilà, j'ai été bercée par ça, par le jazz aussi, pas mal. Alors que c'est marrant parce qu'aujourd'hui le jazz c'est pas ma sensibilité. Voilà, c'est pas ce qui me touche le plus. Est-ce qu'il y a un style Sissi? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a une patte Sissi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'identifie? Et si c'est le cas, comment toi tu le définirais? Alors, la pâte, la pâte Sissi. Écoute, moi, je peux pas te dire, je sais pas en fait. Moi, je mixe comme je mixe en fait. J'ai pas un style particulier, je varie beaucoup, donc du coup difficile, je pourrais pas te dire ouais moi j'ai vraiment ce style là, voilà. Mais c'est vrai que depuis quelques années on m'a dit, on m'a beaucoup dit on reconnaît quand c'est toi qui mixe, on n'a même pas besoin de voir qui est le DJ, on reconnaît quand t'arrives aux platines et tout. Et ça c'est un compliment que j'ai eu, que j'ai pas eu tout de suite évidemment, mais que quand j'ai commencé à la voir, je me suis dit waouh c'est vraiment cool. Ça c'est un des meilleurs compliments en fait qu'on ait pu me faire. De me dire que ouais on pouvait reconnaître ma patte. Avec mon pote Flo, DJ El Gringo, que tu connais sans doute, on avait une conversation un jour, c'était lors d'un Sundex, et on se disait que finalement, un peu comme avec la danse, ton caractère transpire dans ce que tu donnes. Tu peux difficilement échapper à ta nature, c'est-à-dire que si tu... même si la scène peut te permettre de te transcender, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose dans ce que l'on perçoit de toi, en tant que danseur ou en tant qu'artiste ou global, qui fait vraiment partie de ta nature. Tu disais que tu étais timide. Est-ce que ça se sent dans le mix? Ou est-ce qu'au contraire, un petit peu comme quelqu'un qui se transcende sur une scène, tu vas être différente dans ta façon d'aborder le mix et le fait, des fois c'est pas facile, hein, quand t'es DJ, tout le monde te voit, s'il y a une merde, tout le monde te voit aussi, si c'est très bien, tout le monde te voit. Voilà. Est-ce que pour toi c'est une scène et est-ce que c'est difficile d'aller derrière les platines? Est-ce que tu as envie d'être discrète derrière ou est-ce qu'au contraire ça te fait pas peur ou est-ce qu'au contraire tu as un challenge, un stress? Voilà, j'aimerais connaître un peu ta vision de cette posture en fait de DJ. Voilà, est-ce que ça te fait peur ou pas? Voilà, comment tu te sens derrière les platines? Oui, alors c'est vrai, je trouve que en effet ton caractère il transpire. Alors au début, c'était horrible. Au début, je me souviens d'une soirée dans mes débuts, c'était au Brésil tropical. Et on était en hauteur, donc il y avait toute la piste en bas. Et je jouais pour la première fois avec les DJ de l'époque, il y avait Phil et Madge, et donc il y avait Gabi. Et j'étais hyper stressée. À l'époque, on mixait en CD. Et je me souviens, j'avais ma main qui... Je me demandais comment le CD allait rentrer dans la fente de la platine, quoi. C'était... voilà, je tremblais de tout mon être. c'était assez, c'est marrant quand j'y pense maintenant, mais c'était pas très marrant sur le moment. Puis bon, au fur et à mesure, ça a été mieux. Mais je me souviens de moments où j'ai eu envie de me cacher derrière les platines, de m'accroupir, tu vois, pour que plus personne me voie. Voilà, bon, j'ai jamais été très expressive derrière les platines comme certains DJ.
C'est dû à mon caractère, hein, clairement. Après, je kiffe, hein, je kiffe vraiment. Intérieurement peut-être, mais je kiffe. Il y a pas mal de gens hein, qui m'ont déjà dit que je souriais pas assez derrière les platines, que on avait l'impression que je faisais la gueule ou quoi. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Hein, je kiffe, mais je suis peut-être concentrée. Je suis peut-être plus concentrée justement parce que comme je suis réservée, j'ai besoin d'encore plus de concentration. Ouais, voilà, je suis pas quelqu'un de très extraverti, donc forcément, ça se ressent. Euh, Après, j'améliore. Hein. Il y a des moments où j'arrive vraiment à me lâcher, où je kiffe vraiment, où je sens que aussi les gens ils kiffent et du coup je m'autorise en fait en quelque sorte à montrer aussi que je kiffe et à danser et tu vois. Mais quand je sens pas le dance floor, quand ils sont pas vraiment super chauds bouillants, en fait, moi, je peux pas être super chaude bouillante et voilà. C'est dommage peut-être parce que sûrement que l'engouement du DJ entraîne aussi les gens, tu vois. Mais ouais, bon, à travailler quoi. J'ai un côté quand même aussi sensible qui me permet de plutôt bien sentir le dance floor, voilà, et de réussir à m'adapter. Et je pense que cette sensibilité, elle fait aussi partie de mon côté réservé et tout, donc c'est pas qu'un défaut. Voilà, il y a une petite partie où je considère ça comme une qualité, voilà. Est-ce que tu as une préférence pour le dance floor ou les platines? Est-ce que si demain, alors ça fait un peu les questions à la con, mais si tu devais choisir, est-ce que tu te dirais non, je sacrifierai pas le dance floor, je continuerai à danser et tant pis pour le mix? Ou est-ce qu'au contraire, vraiment là où tu kiffes, là où tu as de bonnes vibes, c'est vraiment derrière les platines et que bon, le dance floor, c'est pas bien grave? Je sais, c'est une question difficile à laquelle moi-même j'aurais du mal à répondre. Alors cette question, elle est vraiment pas gentille. C'est impossible, je peux pas te dire quoi, vraiment. Danser, c'est la vie. Et mixer, j'adore ça. Enfin, voilà, je sais pas, c'est comme si tu me demandais de choisir entre mon père et ma mère, quoi. Non, là, c'est compliqué. Ouais, je peux pas te répondre, là. C'est Joker. Toi, tu as fait pas mal de congrès déjà à l'étranger. J'ai une question spécifique justement à cette relation d'imprégnation entre l'ambiance, l'atmosphère du dance floor et le rôle du DJ. Est-ce que tu as perçu dans ton parcours une différence de goût, d'ambiance, une façon d'appréhender le dance floor qui est évidente? Par exemple, entre Paris et d'autres endroits en France, ou entre la France et l'Asie ou les États-Unis ou l'Europe de l'Est. Voilà, est-ce qu'il y a des endroits où tu te dis c'est évident, c'est dingue et quand je vais jouer à cet endroit-là, c'est vraiment clairement différent sur tel point, et alors j'aimerais bien connaître dans ce cas-là quel point et comment tu le sens, ou est-ce qu'au contraire tu te dis non, c'est un peu partout pareil, ou alors tu n'arrives pas forcément à faire des distinctions? Alors, oui, évidemment. Euh, Bon, déjà pour parler de Paris, euh, on a quand même beaucoup de chance à Paris. On a quand même beaucoup de chance par rapport à d'autres villes en France et à d'autres villes en Europe. On a quand même un bon niveau en social. On a des gens qui sont réceptifs à la musique, qui ont l'habitude d'entendre, voilà, qui ont une bonne culture musicale et qui ont l'habitude d'entendre des styles différents, etc. Donc en fait, tu peux quand même plus partir à droite à gauche et t'as un public qui est réceptif. Et ça, c'est top. On a un bon niveau social à Paris. Et moi, souvent, quand je pars faire des soirées à l'étranger ou en France, quand je reviens le dimanche, je suis contente d'être au Sully, quoi. Et je me dis, ouais, c'est cool. Voilà. Le Sully, c'est vrai que tu peux envoyer, voilà, tu peux y aller et ça danse. Tu
peux balancer des cha-cha, ça va danser, voilà, après ça dépend, c'est pas forcément géographique, ça dépend aussi si c'est un festival, si c'est une soirée, quel type de festival c'est. Par exemple, dans les marathons aussi, tu peux vraiment les gens sont là, ils sont dans la musicalité, ils sont dans la danse et dans l'écoute de la musique, et du coup tu peux partir aussi un petit peu loin, et voilà, t'as un échange, et t'as une bonne réceptivité du dance floor. Donc ça c'est cool. C'est un peu dommage, hein, mais c'est quand même un fait. Ça dépend aussi beaucoup du niveau de danse, en fait, de la soirée. C'est vrai que quand le niveau est assez débutant, tu t'as moins d'interaction avec ton dance floor, en fait, parce que les gens, ils sont plus, ce qui est normal, hein, mais les gens, si tu veux, ils sont moins dans l'écoute de la musique, ils sont plus focus à pas se tromper sur leurs pas, à faire leur passe correctement, à rester dans les temps, ou bon, je sais pas quoi d'autre, mais voilà. Et du coup, ils sont moins pas plus coincés, mais voilà, ils sont plus focus sur la pratique pure, et moins sur la musique. Et donc forcément, t'as moins d'interaction avec ton public, tu vois. Mais après, t'as des endroits où le dance floor est vachement plus chaleureux que d'autres. Bon, par exemple au Portugal, ils sont hyper chaleureux. Ils sont, tu sais, ils crient au break, ils sont là, ils écoutent la musique, tu sens qu'ils sont vraiment dans le kiff, tu vois. Ils sont là, ils dansent sans arrêt jusqu'à la dernière chanson, ils en redemandent, ils crient, ils chantent, c'est génial, quoi. Vraiment, le Portugal, j'ai adoré. Une question sur le dark side of the DJ, enfin plutôt le côté caché du métier. Alors c'est plusieurs petites questions, tu prendras le temps, hein, de les détailler. Qu'est-ce que c'est que le backstage du DJ? C'est-à-dire, comment tu te fournis d'ailleurs? Ta cam, le son. Est-ce que tu arpentes les disquaires à Paris? Est-ce que tu es sur les fameux réseaux Discog et tu échanges des vinyles ou des CD avec des DJ du monde entier? Est-ce que tu es parti avec déjà un bagage que tu avais des sons, je crois que c'était Noël qui disait que son premier vinyle, il l'avait chopé chez sa mère, quoi. C'était les frères des gens. Est-ce que toi, ça a été comme ça? Est-ce que tu avais déjà de la matière? Est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai un ami qui m'a filé déjà des MP3 ou des vinyles? Est-ce que je suis pas certain, et je le saurais peut-être à ce moment de l'interview, mais je crois que tu as démarré au Sully. Est-ce que c'était avec Gabi que ça s'est passé? Vous avez échangé des sons? Ouais, comment ça se passe? Est-ce que alors comment ça s'est passé au début? Comment t'as démarré avec les sons? Et surtout, maintenant, ça se passe comment? Est-ce que tu renouvelles ou est-ce que tu renouvelles pas? Est-ce que tu shazames, par exemple? C'est un peu le tabou, ça. Non, faut pas shazamer. Ou est-ce qu'au contraire, tu dis, attends, ça c'est un super son. Ou alors tu le reconnais. Est-ce que voilà. Comment tu fournis aujourd'hui ta matière première, qui est vraiment la musique, quoi? Alors, ma collection, elle s'est fait vraiment petit à petit, parce que j'ai commencé avec des morceaux que j'avais donc achetés sur iTunes, j'avais acheté des CD aussi, voilà. Et en travaillant au Sullivan, j'ai commencé à chercher, des vinyles, des CD. À l'époque, j'avais un taf pas hyper intéressant, où je passais 8 heures par jour derrière mon écran. Et c'est pas très bien, mais j'en profitais j'étais fourrée sur YouTube. J'avais plusieurs techniques, je partais par artistes, et puis après, finalement, j'arrivais pas à respecter ça, parce que t'écoutes un truc, et après c'est dans les listes de propositions de YouTube, après t'écoutes ça, et puis t'écoutes ça, et tu pars dans cette direction, et après tu pars dans une autre. Enfin bon, bref,
c'est un monde. Et voilà, donc j'ai commencé à acheter des CD et acheter des vinyles. Et puis ça coûtait cher. Ça coûtait cher et ça prenait énormément de temps. Donc j'ai arrêté, ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté d'acheter des vinyles, où j'en achète vraiment occasionnellement. Quand vraiment il y a un truc qui me plaît beaucoup et que je peux pas l'avoir ni en MP3 ni en CD. Là, j'achète le vinyle. D'ailleurs, j'ai toujours acheté des vinyles. J'ai jamais voulu en fait rentrer dans la collection, parce que ça prend du temps et que ça coûte très cher. Mais j'ai toujours acheté les vinyles parce que le son était introuvable en MP3 à l'achat. Je dis bien à l'achat. Et introuvable en CD. Voilà. Et là, dans ces cas-là, j'achète le vinyle. Même si le vinyle est un objet qui me plaît énormément, j'adore lire les pochettes, enfin je trouve voilà, c'est un objet que j'adore. Mais et comme me disait Gabi aussi, à l'époque où j'achetais beaucoup de vinyle, il m'a dit tombe pas trop dans ce truc de vinyle parce que tu vas t'enfermer, tu risques de t'enfermer dans un style particulier. Et en fait il y a plein d'autres choses, et il y a plein de choses en CD, il y a plein de choses que les gens connaissent pas aussi en CD et tout. Donc voilà, va pas t'enfermer dans le truc des vinyles. Et en fait il avait raison, il y a plein de choses. Maintenant j'ai des phases. Il y a des phases où je vais avoir envie de chercher, donc voilà, ça va souvent partir d'un morceau et puis après voilà, ça va dévier sur plein d'autres trucs. Donc là, je rentre dans ma phase recherche. J'ai envie d'écouter des nouveaux trucs que je connais pas. Et sinon, j'ai des phases aussi où je vais rechercher dans ce que j'ai déjà. Parce que, en fait, j'ai tellement accumulé de musique depuis des années que j'ai des choses que soit j'ai jamais écouté, soit j'ai complètement oublié, des morceaux que je mettais avant et que je mets plus du tout, ou alors des morceaux que j'ai jamais mis parce que je les ai écoutés, ils me plaisaient pas trop et que je les réécoute maintenant parce que mon oreille elle a évolué et du coup ils me plaisent et je me dis mais ça pourquoi je l'ai jamais mis, voilà. Donc il y a plein de voilà de différentes manière. Shazam, alors je l'ai déjà fait, je vais pas mentir. Quand vraiment il y a un son qui me plaît, pourquoi pas. Après je vais éviter de Shazamer en soirée. Voilà, c'est peut-être con, mais j'évite. D'ailleurs, une question qui est un peu liée à la question 9, question des détails techniques, est-ce que tu donnes tes sons? Est-ce que quand quelqu'un vient te voir, ça arrive fréquemment, tous les DJ le savent, et soit te contacte par Facebook ou te vient te voir en live, te dit c'est une tuerie, ce son-là, c'est qui? Est-ce que tu le donnes ou est-ce que t'aimes pas trop ça? Est-ce que tu le fais à contre-cœur ou est-ce que tu le fais généreusement? Est-ce que tu le donnes mais tu donnes pas le nom? Voilà, comment ça se passe? C'est quoi ta relation à ce type de questions que je pense quasiment tous les DJ, enfin en tout cas tous ceux qui essayent de passer des sons un peu pas forcément simples parce que pas shazamables on va dire. Est-ce que tu donnes les infos? Est-ce que tu transmets? Est-ce que tu partages? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que tu considères que c'est un bien précieux parce que le son t'as galéré à l'avoir, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai pas de problème à donner mes sons. Je sais que ça c'est un truc d'ego, hein. C'est l'ego mal placé du DJ. Je fais pas de procès parce que j'ai déjà eu ce ressenti, hein. Je pense que c'est un ressenti un peu humain, bien qu'il soit pas très intelligent, mais voilà. On a tous, quand tu passes des années, des fois, à chercher un truc, à chercher un son, ou que t'as payé un vinyle une blinde, et qu'il y a quelqu'un qui vient te demander le son, encore pire si c'est un DJ, t'as juste pas du tout envie de lui donner. Voilà. Mais c'est bon. Je connais ce sentiment et je pense qu'on l'a tous. Je pense que c'est humain. Mais je pense aussi qu'il faut essayer de travailler sur ça parce que la musique c'est avant tout du partage, la musique c'est à tout le monde et elle a été créée pour être écoutée en fait et du coup c'est un peu dommage d'être jaloux de ces sons, surtout que alors des fois entre DJ là je parle, on peut se dire
On peut se sentir en concurrence et se dire ah ouais, j'ai pas envie qu'il ait le même son que moi parce que quelque part inconsciemment je me sens en danger, je me sens en concurrence. Alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Hein. Franchement, on a plus ou moins tous les mêmes sons. En tout cas, on a beaucoup de morceaux en commun. C'est pas ça qui fait la qualité du DJ. C'est la façon dont il va construire son set, c'est la façon dont il va ressentir les choses, comment il va réussir à mettre une ambiance. Et voilà, c'est pas vraiment les sons qu'il a dans son ordi qui vont faire la différence. Une question qui me plaît beaucoup parce que c'est un débat que moi j'ai eu à maintes reprises avec d'autres collègues DJ. Donc je serais curieux d'avoir ton point de vue. Je pense que d'ailleurs c'est un débat que tu as déjà dû avoir. Quel est ton avis sur cette question-là? Est-ce qu'un DJ doit s'adapter au dance floor et à la tendance du moment? Par exemple, la Tromboranga ou la Maxima a un nouvel album, dans tes sets, il doit y avoir de la Maxima parce que t'es DJ, parce que c'est la tendance du moment. Ou est-ce qu'au contraire, il doit proposer quelque chose qui est propre à son identité et ne pas forcément coller à la mode? Par exemple, si tu es pro Afrique, de te dire bah moi je passe que de l'africain parce que c'est vraiment ma came et que si vous voulez m'écouter moi, bah c'est ma sonorité. Je crois avoir eu une conversation à Milan avec Gabi il y a dans une autre vie, il y a 10 ans je crois, et qui disait que par exemple ça faisait partie du métier et ça coûtait pas grand chose si on avait de la romantica et si on n'aimait pas la romantica de passer un morceau de romantica dans un set d'une heure par exemple parce que ça faisait partie du métier. Voilà, c'est le genre d'exemple qui pourrait qui est déjà un parti pris. C'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que le principal travail d'un DJ avant tout, c'est de s'adapter à son dance floor, c'est de faire danser les gens. Voilà, déjà. Donc c'est le premier truc, c'est de faire danser les gens. Et pour faire danser les gens, faut savoir voilà, faire monter l'ambiance, savoir mettre ce qui leur plaît et savoir s'adapter. Si des fois tu dois mettre un style de musique qui te plaît un peu moins, mais qui plaît aux gens qui sont sur la piste, il faut que tu le fasses. Enfin, je pense. Tu sais pas qui y a sur la piste en fait. Il y a des gens de tout horizon, avec des goûts différents, qui aiment des choses différentes. Donc il faut satisfaire le maximum. Là, c'est dans un cadre où tu es invité dans un festival ou dans une soirée, et voilà, ton taf, c'est de faire danser les gens. Après, si tu as ta propre soirée, c'est différent. Parce que là, tu peux proposer vraiment ton style, et les gens, ils vont venir à ta soirée parce qu'ils savent qu'il y aura tel style de musique et que ça leur plaît, que ça leur convient, et donc ils vont venir pour ça. Bon, on est d'accord que Cubaine Porto, c'est un débat stérile, ça veut pas dire grand-chose. Voilà, quand celui qui a un minimum de culture, il sait que c'est vraiment réducteur et c'est pas les bons outils. C'est plus un débat de danseurs finalement pour les écoles que de réalité musicale. Vieux son, nouveau son, c'est pareil, c'est des critères qui pour moi me paraissent pas très pertinents parce qu'il y a c'est pas un bon critère en tout cas. Par contre, c'est assez indéniable, je pense, que quand les danseurs qui ont 10, 15, 20 ans de métier peuvent en témoigner, qu'à l'époque, il y a eu une époque en tout cas où sur les dance floors, les sons étaient beaucoup plus... Alors moi j'aime bien le terme parce que c'est un langage qui est propre aux arts martiaux, mais c'était un peu plus violent quoi, ça cognait. Il y avait je me souviens de trucs comme la Sonora Carousel avec des tempos qui étaient assez rapides et comme je le dis souvent... t'entendais un son super rapide où t'allais transpirer et comme des suricates, tu levais ta tête et t'allais chercher ta danseuse ou ton danseur en disant il faut qu'on la fasse, celle-là je l'adore, etc. Ce que je dis là n'est même pas que mon opinion parce que c'est des choses que j'ai déjà partagées avec pas mal d'autres danseurs avec qui je tourne et c'est vrai que il y a une tendance au plus calme. Moi je trouve qu'il y a même un paradoxe puisque il y a pas mal
de scènes d'artistes où les shows, la musique, elle envoie quoi. Ça envoie vraiment du lourd. Mais paradoxalement, sur les dance floors, des fois c'est un peu calme, un peu. Alors c'est vraiment une question de tempo et aussi une question d'univers, quoi, de trucs, un morceau un peu suave avec du sax, etc. Et des fois, c'est un peu gentillet par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ou 15 ans. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'avec cette différence, et c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'il faut ménager le danseur? Est-ce qu'au contraire, de temps en temps, il faut le réveiller? Bon, moi, mon opinion, je l'ai toujours clamée, donc elle est ce qu'elle est, mais là, c'est ton interview. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'étais jamais vraiment posé la question des tempos et du fait d'envoyer des trucs un peu lourds? Est-ce que d'ailleurs, ça fait partie de tes playlists? Est-ce que tu as toujours un ou deux morceaux qui giflent un peu? Voilà. Alors oui, t'as totalement raison, ça s'est quand même vachement ramolli. Ouais. C'est vrai que la mode est un peu à ça en ce moment. Les danseurs raffolent des trucs, des morceaux suaves et voilà, t'as tout à fait raison. J'ai pas connu ça, moi, où tout le monde était on fire. Mais même quand je suis arrivée, il y avait des morceaux, enfin voilà, il y avait de tout, mais c'était assez péchu quand même. Alors là, vraiment, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu un cercle vicieux, en fait. Moi, j'en parlais avec un collègue DJ il y a pas longtemps, et je lui disais, mais c'est dingue maintenant, dès que t'essayes de monter un peu le truc, niveau BPM, de mettre des trucs un peu plus, tu vois, rapides et tout, et ben, ça, je sais pas, ça répond pas, en fait, les gens. Et puis hop, tu vas remettre un truc tout lent, tout truc, bah la piste, elle va se remplir. Donc du coup, je pense que c'est un cercle vicieux parce que les danseurs, ils sont habitués. Donc les DJ, finalement, mettent beaucoup moins de sons qui sont rapides, qui envoient, etc. Donc les danseurs s'habituent à ça, donc ils dansent beaucoup moins sur des sons qui sont rapides, et puis du coup les DJ n'osent pas en mettre parce qu'ils voient que le dance floor se vide, donc c'est peut-être un cercle vicieux. Parce que même quand tu vois du côté cubain, c'est pareil, hein, avant on mettait énormément de timba hyper rapide, et là, la tendance, elle est, avec tous les nouveaux sons là qui sortent, qui sont un peu plus tranquilles, un peu plus dans le son, qui ont des influences un peu plus son, afro et tout, donc je sais pas. Voilà, c'est fini. Ben, ça m'a bien fait plaisir de passer un petit peu de temps avec vous comme ça. De répondre à tes questions, Alex. Merci encore pour ton invitation. Et puis, j'espère qu'on va vite se retrouver, qu'on va vite pouvoir redanser, partager, voilà, que les soirées vont reprendre. Et en attendant, je vous embrasse bien et prenez soin de vous surtout. Prenez bien soin de vous. Et à très vite sur le dance floor. Merci.